Alors bonjour et bienvenue à tous. Je suis Robin, le CEO de Sibyl. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Sibyl, c'est la première application d'accompagnement au deuil, donc qui a pour mission d'accompagner un maximum de personnes avant, pendant et après la perte d'un être cher. Alors pour ce faire, on propose diverses solutions à destination des pompes funèbres et des familles. Donc ça passe notamment par des espaces de commémoration en ligne, du soutien administratif ou encore des programmes d'accompagnement au deuil. Alors notre objectif à travers ces services que l'on propose, c'est vraiment de lever le tabou et les idées reçues autour de la mort. Donc en parler, faire prendre conscience au plus grand nombre qu'ils ne sont pas seuls. Et donc la première mission de Sibyl, c'est d'informer, d'en parler, de faire prendre conscience au plus grand nombre qu'ils ne sont pas seuls et de donner à tous le même niveau d'information. Donc c'est pour ces raisons que nous vous proposons aujourd'hui ces regards croisés. Donc l'objectif des regards croisés, c'est de réunir deux invités, donc Laurence et Sandrine, aux approches différentes pour mettre côte à côte leur vision et leur méthode. Donc Sandrine est coach certifiée et spécialisée en accompagnement des deuils et transitions de vie. Laurence, quant à elle, est thérapeute clinicienne. Elle intervient aussi en tant que consultante et est formatrice sur l'accompagnement de fin de vie et du deuil. Donc chacune propose une approche de soutien différente et pourtant, vous verrez qu'elles peuvent être totalement complémentaires. Donc je vais vous laisser la parole pour mieux vous présenter avec vos approches, nous expliquer un petit peu votre parcours, vos spécificités. Donc c'est parti. Sandrine, à toi l'honneur si tu veux bien. Alors Sandrine, 40 ans, maman de 2 enfants, une carrière de 15 ans de management en grandes entreprises et puis un souhait après des événements de vie qui m'ont fait prendre conscience de ma vulnérabilité, de me reconvertir et de me reconvertir en tant que coach professionnel. L'idée étant et mon souhait étant d'accompagner les personnes à se reconnecter à leurs ressources et à atteindre leurs propres objectifs. Et en parallèle, justement, en lien avec ces événements de vie qui m'ont traversée, qui m'ont appris à conscientiser mes émotions, à les accompagner, j'ai éprouvé le besoin de me documenter sur le deuil, de m'y former. Et de ce fait, un DU deuil et endeuillé que j'ai suivi et qui m'a apporté un éclairage qui m'a permis de nourrir, je dirais, mon cerveau sur ces éléments. Et en parallèle, la magnifique expérience d'être bénévole d'écoute au service des personnes endeuillées. Et le coaching, un outil dont je parlerai ensuite, l'expérience de l'écoute, l'expérience de la traversée de mes propres émotions me permet aujourd'hui de proposer un accompagnement qui met ces outils au service d'une avancée si elle est désirée par les personnes que j'accompagne. Ce qui m'anime, c'est justement d'explorer des chemins pas à pas, sans mettre de pression et, et de lever les petits cailloux qui parfois peuvent se poser sur ce chemin. Et du boulot. Merci, merci Sandrine. Laurence, du coup, je vais te laisser te présenter également plus en détail si tu veux bien. Eh bien, moi, c'est un parcours différent, bien évidemment. Je vais commencer par mon parcours, on va dire, universitaire. Donc, j'ai été formée à la psychologie à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et puis, ensuite, au fur et à mesure de ce parcours-là, j'ai aussi entrepris un travail psychothérapeutique sur moi-même. Et là, plusieurs petites questions, des petites choses, des cailloux dans la chaussure, comme dirait Sandrine, se sont révélés. Et notamment mon histoire de vie qui a été impactée depuis que je suis très très jeune, et notamment la fin de vie et le deuil. Voilà, très tôt, j'avais été impactée par ce type d'expérience et d'épreuves. Et c'est au cours de ces psychothérapies que je me suis rendu compte que
loin de là, c'était pas terminé pour moi encore et que je cherchais à comprendre par conséquent ce qui m'avait amené à la psychologie et ensuite à cet intérêt, mine de rien, en filigrane, sur l'accompagnement de fin de vie et de deuil. Donc, je me suis formée, finalement, je me suis inscrite dans une association pour savoir et comprendre ce que c'était que l'accompagnement de fin de vie et de deuil, pour essayer de débroussailler encore un peu plus. Et là, je suis tombée dans un univers que je ne connaissais pas, qui est l'accompagnement de fin de vie et de deuil. Alors, au-delà de mon histoire personnelle, du coup, depuis 2009, je fais beaucoup d'accompagnement bénévole au sein de différentes associations. Et puis après, sur le plan professionnel, bien évidemment, j'en ai fait une spécialité. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'à partir de ces parcours divers et variés, j'accompagne la fin de vie, les transitions de vie, les chocs, le deuil, bien évidemment, et que je permets à chacun et à chacune de comprendre un petit peu ce qui se passe lorsque l'on vit ce type de chamboulement, de perte de repères. Voilà, mais je pense que tout le monde est concerné peu ou prou sur sa vie, sur son chemin de vie à un moment donné. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. S'il y a bien une chose sur laquelle on sera tous confrontés un jour. Merci à toutes les deux pour votre présentation. Maintenant qu'on sait à qui on a affaire, je vous propose de passer sur un peu vos approches respectives. On a souvent, voilà, alors inconsciemment ou non, hein, mais on entend souvent dire que voilà, le coaching et la psychothérapie sont deux approches alors totalement différentes, mais surtout qui ne peuvent pas être complémentaires. Alors déjà, on va commencer par les bases. Est-ce que, Sandrine, tu peux nous expliquer qu'est-ce que le coaching, en quoi ça consiste? Par exemple, comment sont pris en charge les personnes avec toi? Explique-nous ton métier, comment tu fonctionnes? Alors, je vais vous expliquer le coaching et le coaching tel que je le pratique, qui ne sont pas nécessairement éloignés. Le coaching, c'est un outil de questionnement qui va permettre à la personne qui choisit cette méthode d'accompagnement dans un parcours timé de changer ses points de vue, de se réinterroger, de questionner ses besoins, ses valeurs, ses ressources, de manière à arriver de manière confortable et juste pour elle à cet objectif qu'elle vise. Le coaching, il est accompagnateur d'un changement. Il initie un changement désiré ou un changement subi. Alors, le mot coaching, on en entend partout. Il y a des coachs de tout. Le coach peut avoir cette image de celui qui pousse, comme le coach sportif. Et par définition, ça n'est pas un mode coaching qui pousse, qui sera proposé ou qui pourra être pertinent avec une personne qui a besoin de respecter son propre rythme et son cheminement. Donc, le coaching et le parcours de coaching se co-construit avec la personne accompagnée, puisqu'il s'agit vraiment d'un engagement et d'un contrat de co-responsabilité. Dans la logique d'accompagnement de la personne, le coach va mettre à disposition du coaché l'ensemble des moyens et l'ensemble des outils qu'il a à disposition pour permettre à son coaché d'expérimenter les choses. Voilà ce que je peux apporter sur le coaching. Alors, en coaching professionnel, d'entreprise, coaching de dirigeants, vous allez retrouver ce même principe d'un parcours timé avec une date de début et une date de fin identifiée qui peuvent bouger mais en co-construction. Et le coach va s'adapter par définition aux besoins de la personne
et à son rythme. Donc, s'il y a besoin de pousser pour un coaching en entreprise, parce qu'il s'agit de mobiliser pour atteindre un résultat, oui, le coaching convient. S'il s'agit de cheminer lentement pour retrouver un rythme juste, le coach s'adaptera également à cette demande. Ça marche. Bah, c'était une de mes questions justement. C'est pas forcément évident en fait de construire et surtout de timer un parcours quand, enfin, chacun vit son deuil de façon totalement différente. Donc c'est un peu la question que je me posais. Comment tu arrives justement à t'adapter, à timer un parcours qui finalement n'est jamais le même. Tout à fait. Donc c'est vraiment un travail de co-construction entre le coach et le coaché. Tout à fait. C'est une proposition de 10 séances. Et je suis ravie lorsque mon coaché m'indique au bout de 7 ou 8 séances que finalement, il ne ressent plus le besoin des suivantes. Et de ce fait, c'est lui qui décide si il peut s'arrêter ou non. C'est en ça que c'est vraiment de la co-construction. Alors effectivement, on le time en termes de nombre de séances. On ne met pas de date de fin. C'est une fin prévisionnelle. Et ça permet à la personne accompagnée de choisir aussi le rythme des séances et de me faire intervenir en fonction de ses besoins. Mon but est d'être là pour un petit moment, mais juste un petit moment. Parce que finalement, tout ce qu'il a en lui et tout ce qu'il va connecter durant le coaching lui permettront de continuer à avancer sans avoir besoin de personne. C'est top. Donc ouais, tu es vraiment dans une démarche de on fixe des objectifs, on se met à disposition voilà, des solutions pour atteindre ces objectifs et voilà, on voit ensemble le chemin parcouru. Et un gros travail à faire en fait. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Sandrine? La précision que j'aimerais apporter, c'est que par définition, le coaching est déclenché par un besoin de changement. Quand on dit coaching deuil, il est certain que la personne peut éprouver un besoin de changement ou de réinvestir le monde, son identité, la relation aux autres, après un certain temps. Et par définition, il n'est pas question de se fixer des objectifs et avoir d'envie de changement quand on vient d'être touché. Et que la magie d'aller vite peut donner la tentation de rentrer dans un accompagnement de type coaching pour aller vite et que tout le jeu du coaching sera de conscientiser qu'il est précieux de s'accorder du temps et du soin et de ne pas aller trop vite pour répondre aux injections d'une société qui veut que ça aille vite, mais bien pour respecter son propre besoin. Donc, du coup, c'est vraiment le coaché qui décide un peu du rythme, du coup, vraiment des séances. Et ça, c'est super important pour le coup. Tout à fait. Et est-ce que dans le coaching, tu t'intéresses, enfin, entre guillemets, tu te préoccupes des causes ou est-ce que vous êtes vraiment sur une vision orientée vers l'avenir, vers l'action, vers les solutions? Parce que c'est souvent la vision qu'on a du coaching, c'est-à-dire peu importe, entre guillemets, voilà, pourquoi tu viens me voir. Les objectifs qu'on va se fixer ensemble, le but c'est de les atteindre avec tels outils. Comment tu vois les choses toi par rapport à cela?
Alors moi, la manière dont je vois les choses, c'est que par définition, je vais accueillir mon coaché avec son passé, dont il pourra me faire part en séance. Voilà, des émotions vont être amenées et peut-être des cicatrices qui nécessitent un soin, une attention particulière vont apparaître. Effectivement, dans ma démarche avec le coaché, je vais pouvoir utiliser les ressources utilisées dans le passé au service du présent et de l'avenir. Le coach, n'étant pas thérapeute, ne soignera pas les cicatrices du passé. Et par définition, grâce à une première séance qu'on appelle séance préliminaire, dans tout ce questionnement et cette occasion que le coaché et moi avons d'apprendre à nous connaître et à nous faire confiance, si je détecte que potentiellement un questionnement sur les cicatrices du passé apparaît, je vais le partager à mon coaché et l'inviter à entamer une thérapie pour les soigner. Et il se peut, et il m'est même déjà arrivé, qu'en séance préliminaire, il n'y ait pas ce besoin, mais qu'en cours de coaching, il apparaisse. Et de la même manière, en confiance, en transparence, je vais partager cette proposition à mon coaché sur le soin à apporter à ses blessures, de se rapprocher d'un psychothérapeute. Et c'est toute la richesse de cette complémentarité et ce qui me fait être, voilà, aujourd'hui avec Laurence, avec grand plaisir. C'est ce que j'allais dire, du coup, ça tombe bien parce que en répondant à ma question, tu as mis en avant, tu as répondu à l'objectif finalement des regards croisés. Laurence, de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qu'est la psychothérapie, en quoi ça consiste, comment toi tu as l'habitude de travailler, de fonctionner, et puis rebondir aussi peut-être si tu le souhaites à tout ce que vient de nous dire Sandrine. Oui, alors ce qu'a apporté Sandrine est riche et effectivement, je vais rebondir sur différents points, mais je vais d'abord commencer par la psychothérapie. Alors, la psychothérapie, il y en a 1001 psychothérapies. Il y a différents courants psychologiques, par conséquent, qui ont après structuré différents types d'accompagnement psychologique. Il y a différentes écoles, il y a différentes approches. Il y a la psychanalyse, la psychothérapie classique, ce qu'on appelle aussi les TCC, enfin un tas la psychothérapie clinique analytique, qui est encore un autre courant. Enfin, donc, c'est assez vaste et varié. Pour le coup, moi, ce que je pratique, c'est la psychologie clinique humaniste. J'ai une approche très humaniste dans le sens où pour moi, ce qui compte et ce qui est important, c'est d'écouter la personne. Et cette approche, c'est une approche centrée sur la personne telle que Carl Rogers l'amenait. Alors, Carl Rogers, évidemment, psychologue américain, qui a apporté toute cette dimension d'humanité dans l'approche psychologique. C'est-à-dire qu'il a nuancé tous les concepts initiaux qu'ont apporté la psychanalyse, à l'origine de la psychologie et la psychothérapie et la psychanalyse. Il les a nuancés en resituant le sujet au centre de la psychothérapie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la personne. Alors, certes, avec son histoire, bien sûr, quand on accueille une personne en psychothérapie, on accueille la personne avec toute son histoire. Mais ce que l'on va surtout accompagner, enfin à mon sens, en tout cas, c'est tel que je le pratique, c'est la blessure psychologique. Les personnes viennent nous voir suite à une souffrance psychologique. Et cette souffrance, elle est invalidante. Elle nous empêche de bien dormir, par exemple. Elle nous empêche de poser différentes actions. Elle nous empêche de nous projeter dans un futur. Elle nous empêche de fonctionner quotidiennement en relation avec un travail, avec
avec notre famille, avec des amis, etc. C'est quelque chose cette souffrance peut nous sortir en fait d'une capacité d'adaptation à notre environnement. Donc ça paraît très psychologique tout ça, mais c'est très simple. Quand on est blessé psychologiquement, forcément, on n'est plus tout à fait objectif, on est centré sur nous-mêmes, on se rétrécit, on a tendance à être focalisé sur soi et surtout on a mal. Et l'idée, c'est justement, dans l'accompagnement psychologique, déjà de déposer cette souffrance auprès d'un professionnel qui va pouvoir, sans jugement, vraiment sans jugement, et avec un grand accueil, sans critique, sans rien, de manière libre, parce que le discours est libre, de déposer cette souffrance et de dire « j'ai mal à cet endroit-là, il se passe ceci, il se passe cela dans ma vie et je ne m'en sors pas, je ne comprends pas, je n'avance plus, ou j'ai des idées noires, ou peu importe. » Ça, c'est la première étape. C'est très important, cette notion d'écoute. Et on écoute quoi? On écoute l'histoire de la personne dans le moment présent. Bien évidemment, régulièrement, quand on entend cette souffrance qui est au présent, pour le coup, elle fait référence peut-être, parfois, comme disait Sandrine, à des blessures du passé. Alors, moi, la psychothérapie telle que je la pratique ne va pas aller déterrer et comprendre le pourquoi du parce que de cette blessure. Simplement, moi, évidemment, on ne peut que la revisiter, peut-être, parce qu'elle va faire résonance à certains comportements récurrents, voilà, qui n'ont plus lieu d'être, pour le coup, puisqu'ils se sont initiés dans un passé. Mais c'est surtout, pour moi, de se réconcilier avec ce passé, de comprendre peut-être un peu pourquoi ce comportement ou cette blessure s'est installée, puis a été récurrente ensuite suite à des mécanismes de défense qui ont été mis en place pour essayer de contourner un peu la souffrance et de fonctionner de manière la plus adaptée possible en fonction de notre chemin de vie. Voilà, donc ça c'est vraiment une approche de la psychothérapie. Pour moi, c'est vraiment se réconcilier avec un passé sans pour autant aller rechercher et creuser profondément d'où ça vient. Parce que finalement, on a beau le savoir et après, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, ça c'est une bonne question. Le tout, c'est de qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et comment je pratique aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui? Avec cette nouvelle compréhension et cette mise en lumière, cette mise en conscience de ces blessures qui peut-être sont à l'origine d'un certain passé, comment je peux maintenant réactualiser ma façon d'être et ma façon de faire pour qu'elle soit moins souffrante. Parce que forcément, ça risque, non, ce n'est pas un risque, c'est au contraire une grâce, c'est quand ça commence à changer notre façon de regarder la vie, changer notre regard sur le monde, et pour le coup, d'initier un élan de vie différent, des nouveaux comportements, une nouvelle façon d'être pour pouvoir mieux appréhender notre présent. Donc, je reviens à la personne endeuillée. Quand elle va venir me voir, forcément, je vais lui demander de parler du deuil qui l'amène, ou tout au moins de l'épreuve qui l'amène. Nous allons ensemble voir ce qu'il en est dans une première étape. Effectivement, elle va déposer son histoire. Peut-être qu'il y aura des résonances dans le passé, ça nous verrons. Et puis, au fur et à mesure que l'histoire va être racontée, peut-être que des pistes déjà, des éclairages vont être amenés par le thérapeute. Peut-être que d'un seul coup, sur une simple question, ça va faire résonance, ça va renvoyer sur certaines choses qui pourraient être pertinentes d'explorer. Donc, ça se fait finalement, pour moi en tout cas, séance après séance, sans anticipation. À chaque fois que je vais accueillir la personne, je vais l'accueillir dans le présent. Elle va me raconter l'histoire ou ce qu'elle a exploré, ce qu'elle a vécu, ce qui s'est passé entre les séances. Mais je ne vais pas partir sur un objectif avec 10, 15, 20 séances. Ça va être vraiment pour moi au fil de l'eau, de voir avec la personne dans quelle mesure sa souffrance diminue, dans le sens où elle va mettre un peu plus de lumière dessus et elle va avoir un peu plus de compréhension dessus. En explorant justement ces aspects-là, petit à petit, la souffrance va diminuer
petit à petit, elle va avoir une certaine compréhension des mécanismes qu'elle a mis en place. Et vraiment, j'allais dire au feeling et à l'instinct, moi, ce qui me ravit, c'est quand la personne me dit, bah, écoutez, c'est bon, au bout de 3, 4, 5 séances peut-être moins, peut-être plus. Merci, je me sens beaucoup mieux. Je vois maintenant ce qu'il me reste à faire. Et évidemment, tout au long de ce parcours, j'aurais fait en sorte de distiller, comme le disait Sandrine, mine de rien, des petites pistes j'allais dire d'exploration, mais d'exploration de ressources personnelles. Parce que bien évidemment, quand on entreprend un style de travail comme celui-ci, on va chercher à l'intérieur où était la blessure, mais aussi, pour le coup, les ressources personnelles qui vont pouvoir, de manière naturelle, être remises en mouvement. Pour moi, c'est vraiment la remise en mouvement d'un processus naturel de guérison qui s'est bloqué parce que trauma, parce que à un moment donné, on n'a pas pu faire face, et c'est un mécanisme très naturel qui se met en place par le cerveau. Il se met en mode presque survie, et on n'a plus du tout l'occasion d'être objectif et d'avoir recours du coup à ses propres ressources personnelles. Donc, avoir recours à un thérapeute, ce n'est pas forcément aller consulter quelqu'un parce qu'on a l'impression de devenir fou, même si ça peut exister. On n'est pas fou pour autant, c'est tout simplement, on est bloqué dans notre appréhension de la vie et on a besoin d'un tout petit coup de pouce, et je rejoins Sandrine là-dessus, juste, hop, un petit coup de pouce, on va monter la marche pour avoir, waouh, ah oui, effectivement, finalement, c'était ça, c'était peut-être que ça, et moi, enfin, en tout cas, ma mission, c'est d'éclairer sur ces ressources que la personne a en elle et qu'elle n'a pas vues ou pas perçues ou pas remis en marche parce qu'elle était restée bloquée à un moment donné de manière inconsciente. Et ça, tous, on a plus ou moins vécu ce type de, j'allais dire, de blocage dans la vie où on n'avait plus l'impression d'avoir du recul suffisant et un regard suffisant, un peu objectif sur sa propre vie, quoi, de toute façon. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, si c'était très clair. Si, c'était très clair et très complet. Je pense que pour des personnes qui nous regarderont et qui ne connaissent pas forcément grand-chose au sujet, à la thématique, je pense que c'est très enrichissant du coup d'avoir votre histoire et vos explications à toutes les deux. J'ai une question, moi, qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. Votre objectif, hein, finalement, à toutes les deux, c'est que voilà, la personne vous dise merci, je vais mieux. Finalement, entre guillemets, j'ai plus envie de vous voir, c'est bon signe. Yes. Est-ce que si, donc une fois que la personne a dit ça, je sais pas, plusieurs semaines ou plusieurs mois après, si la personne revient vers vous, est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est normal? Comment, pour répondre un petit peu, voilà, peut-être est-ce que vous avez une réponse à nous apporter sur le fait que voilà, le chemin du deuil n'est pas forcément linéaire. On peut des fois revenir à des étapes, voilà, qu'on pensait être passées. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Alors, c'est quelque chose qui peut arriver au sens où, enfin, qui m'est déjà arrivé. On peut explorer un chemin sous l'angle effectivement du deuil, alors notamment en coaching, où, comme je le disais, je ne vais pas dans l'exploration de l'ensemble des autres blessures. Donc, je vais rester sur un événement, l'événement qui apportait. Et le processus de coaching, par le questionnement, par le chemin exploré, va pouvoir offrir des autorisations et des permissions à la personne d'explorer peut-être d'autres choses. Et puis, les graines germant, infusant avec le temps, parfois 1 an plus tard, se dire
quelque chose revient et j'aurais peut-être besoin moi j'appelle ça dézoomer. Tout à l'heure, quand Laurence parlait de monter sur la marche, je dis souvent dézoomer. Parce que finalement, quand on a le nez comme ça sur une photo, il est un petit peu compliqué d'en voir tous les aspects. Et donc, prendre ce temps de recul, ça peut être pertinent. Et donc, oui, qu'au bout d'un certain temps, une personne accompagnée puisse se dire, bah, tiens, là, j'aurais peut-être besoin de redézoomer et de refaire une séance. Ça arrive, c'est arrivé. Et dans ce cas, on n'est plus sur un parcours de coaching, comme je le disais, en timé. On est sur voilà, une séance d'impulsion qui reconnecte un petit peu tous les outils et où la personne dit, ah oui, ça y est, je me souviens, ok, et voilà, elle rechemine. C'est ça, la petite marche, le petit déclenchement dont parlait Laurence tout à l'heure, Tout à fait. c'est le dézoomage du coup. Tout à fait. Chez moi, c'est le dézoomage. Ça marche. Alors chez moi, pour le coup, quand on vient me revoir, c'est rare, effectivement, mais ça peut arriver. Moi, je dirais que plutôt, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la personne, quand elle est endeuillée, on sait qu'elle peut faire des boucles de souffrance hein, et a l'impression de ne pas pouvoir avancer et des fois de retomber, de faire des retours en arrière. Ce ne sont jamais des retours en arrière. Il faut bien savoir qu'à chaque fois, c'est une spirale ascendante, c'est-à-dire qu'on monte, ou alors on va creuser un peu plus, mais pour moi, c'est une spirale ascendante. Et effectivement, des fois, on peut repasser sur des endroits qui nous paraissaient, j'allais dire, suffisamment explorés et retomber dedans. Malgré tout, on a l'impression de retomber dans le trou alors qu'on l'avait bien bétonné au départ. Et souvent, d'ailleurs, ça c'est en lien, je fais un petit aparté, souvent avec des dates anniversaires. Régulièrement, des dates anniversaires, des dates, des cérémonies, des fêtes telles que Noël, jour de l'an, etc. Enfin, des choses prégnantes dans l'histoire de la personne et de la personne qui est décédée sont récurrentes pour d'un seul coup avoir l'impression de retomber dans le trou et dans la marche et de nouveau être dans des écueils. Pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a un petit coup de mou, mais ça n'empêche pas de repartir. Surtout pas. Et en fait, quand les personnes reviennent ou quand elles retéléphonent, c'est simplement de leur faire reprendre conscience que justement, il y a peut-être un an qui est passé et c'est justement ce petit souvenir qui se ramène à la surface. C'est simplement pour ne pas oublier d'où on vient, mais ça ne veut pas dire qu'on régresse. C'est simplement pour être rassuré, je dirais, sur ah bah bon, alors ce n'est que ça, c'est bon, je peux redémarrer. Et comme disait Sandrine, alors moi je ne donne pas d'outils, mais pour le coup, simplement quelques paroles de rassurance sur souvenez-vous, il y a eu ça, souvenez-vous, nous avons exploré ça. Pour autant, maintenant, vous en êtes là et bravo. Donc, rassurez-vous, tout va bien, vous pouvez continuer à cheminer, vous êtes sur la bonne voie, quoi, vraiment. Voilà. C'est top, merci à toutes les deux. Eh bien, écoutez, en tout cas, jusqu'à présent, enfin, moi personnellement, je trouve ça super enrichissant. Je prends encore un paquet de trucs, donc c'est super. Pour la partie qui arrive, on a regroupé quelques questions et quelques idées reçues de personnes dans la rue, sur les réseaux. Donc on a regroupé. Alors, on a fait le tri quand même parce qu'il y en a beaucoup, mais on a regroupé celles qui peuvent des fois revenir de façon un peu plus régulière, celles qui des fois nous paraissent assez étonnantes. Donc je vais commencer. Alors Sandrine, du coup, une question ou une remarque qu'on nous a souvent faite. C'est que un coach, ce n'est pas un métier réglementé, ce n'est pas une profession réglementée, comme si finalement ce n'était pas du tout encadré, presque que ça n'avait pas de valeur. Qu'est-ce que t'en dis?
Alors, ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, il peut apparaître facile de se faire appeler coach. Et que le coach le devient après un parcours de certification validé au niveau RNCP. Il s'agit donc bien d'un métier. Et cette certification est, à mes yeux, un permis de coacher. Donc, ce que je peux dire et ce que je peux inviter à faire chaque personne qui se questionne sur finalement comment être sûr que c'est un bon coach, c'est s'assurer de sa déontologie, s'assurer de sa supervision et s'assurer effectivement de sa certification. Et le dernier point, c'est de se faire confiance et de faire confiance à son feeling sur le choix de son coach. Alors, je disais supervision parce qu'effectivement, ça fait partie, et c'est un point commun avec les psychothérapeutes. Le coach est supervisé dans sa pratique et continue à travailler sur lui et sur ce que la vie lui procure comme événement, comme émotion, comme, et ça fait partie de ce cadre sécurisé. Et oui, le métier de coach existe, est reconnu au niveau RNCP. Coach professionnel. Et on n'est pas sur du coaching déco ou du coaching sportif, il s'agit bien du coaching accompagnant le changement. Merci Sandrine. On sent que c'est pas la première fois qu'on te pose cette question où on se... Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai la chance de faire partie des jurés pour la certification de ce métier de coach. Et oui, il m'apparaît précieux qu'il y ait un cadre sécurisé qui permette de mettre en confiance les personnes qui sollicitent des professionnels pour les accompagner dans un changement, puisque ce changement, on l'a vu, qu'il soit choisi dans le cadre d'un coaching d'entreprise ou d'évolution de vie, ou qu'il s'agisse d'un accompagnement à un événement tel que le deuil. Oui, il y a des sécurités à mettre en place et elles existent. Et oui, je défends souvent ce métier contre cette idée reçue que n'importe qui peut être coach. Eh bien, c'est bon. Le message est passé. Laurence, je pense que tu as déjà dû entendre cette phrase également, mais est-ce que consulter des psychothérapeutes, ça signifie qu'on est fou? Absolument pas. Alors là, ça n'a rien à voir avec la folie. La folie, justement, c'est un grand débat depuis la nuit des temps. On va voir un psychologue, voilà, c'est que quelque chose ne va pas et qu'on touche à la folie. Il faut comprendre que la psychologie et la psychiatrie sont deux domaines complètement, enfin je dirais pas complètement différents, mais qui ne traitent pas, entre guillemets, des mêmes choses. Un psychiatre a à l'origine un métier de médecin. Il est à l'origine un médecin qui va suivre ensuite une spécialisation en psychologie et de psychanalyse, évidemment avec un parcours. Pour autant, et pour le coup, pardon, le psychologue, lui, n'est pas médecin. Il ne va pas du tout avoir recours à la médicalisation, justement, que permet un psychiatre. Ce sont deux choses différentes. Un psychologue, lui, va passer par la case université, apprendre tout son cursus sur les concepts psychanalytiques, ensuite va passer son diplôme, mais en aucun cas, il ne va traiter de psychiatrie. Il ne va traiter, on va dire, comme à l'époque, d'aliénation mentale. Ce n'est pas du tout la même approche. Mais pour le coup, le psychologue, quand on va voir un psychologue, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est fou. Pas du tout. C'est que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure,
on a une souffrance psychologique qui demande un éclairage. Et en fonction des différents types de psychologie, il y a des psychologues pour enfants, des psychologues pour adultes. On va voir, j'allais dire, le psychologue qui correspond le mieux à sa souffrance personnelle. Mais par contre, d'aller voir un psychiatre, ça ne veut pas dire non plus qu'on est fou. Ça, c'est encore particulier. Il faut un diagnostic pour cela. Et le diagnostic, c'est le psychiatre qui va le faire. Et la maladie mentale est traitée par des psychiatres et c'est très encadré. Voilà, elle peut être aussi traitée. Il y a des troubles psychologiques qui sont traités, qui peuvent être aussi pour des personnes qui sont totalement insérées dans la société. Pour autant, elles peuvent être médicalisées pour pouvoir fonctionner dans la société de manière adaptée. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est fou. Ce sont des étiquettes, c'est réduire vraiment la personne à une étiquette. Voilà, je suis schizophrène, je suis ceci, je suis cela. Attention à ces raccourcis. Attention. Voilà. Pourtant, c'est quand même incroyable de voir le nombre justement d'avis comme celui-ci qu'on a pu avoir. Hein. Ça reste encore ancré en fait, dans l'inconscient collectif. Donc toi, typiquement, par exemple, tu ne peux pas prescrire de médicaments contrairement à un psychiatre. Absolument pas. Absolument pas. Et justement, alors au niveau réglementaire, justement, le psychiatre va pouvoir donner des ordonnances qu'il va pouvoir prescrire pour pouvoir prescrire des médicaments. Chose que ne peut pas faire un psychologue, donc on ne peut pas être remboursé par la sécurité sociale, pour le coup. Sauf maintenant les dernières mesures gouvernementales qui permettent, en fonction de ce qui s'est passé avec la crise du Covid, de pouvoir aller consulter un psychologue et d'avoir droit à quelques séances remboursées. Mais initialement, ce n'était absolument pas le cas. Voilà. Et j'enchaîne. On a eu beaucoup, souvent on entend dire que voilà, un suivi psychologique, c'est forcément pour des années. C'est toujours sur du long, voire très long terme. Est-ce que c'est le cas ou non? Ça peut être beaucoup plus rapide? Ça peut être beaucoup plus rapide, bien évidemment. Un accompagnement psychologique ou une psychothérapie, c'est deux choses différentes. On peut avoir momentanément besoin d'être accompagné sur une problématique particulière à un instant T, qui ne demandera pas un travail sur du long terme d'exploration psychologique. Mais simplement pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, redémarrer, remettre en route la machine quand elle reste bloquée à un moment donné suite à une difficulté ponctuelle. Voilà. Mais par contre, un travail de fond peut prendre différentes années et là, c'est plus la psychanalyse qui a été, pour le coup, à l'origine des psychothérapies sur du long terme, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Ce que je voulais rajouter aussi tout à l'heure par rapport à Sandrine, pour rebondir aussi sur la déontologie et le cadre, la psychologie et la psychothérapie est aussi réglementée, bien évidemment. Alors, il est préconisé, je dis bien préconisé, d'être supervisé. Ce n'est pas encore systématique, ça ne l'était pas. Et moi, pour le coup, j'estime que c'est nécessaire et presque obligatoire si on veut rester dans les clous vis-à-vis des personnes que l'on accompagne. Pour moi, ça ne dispense pas d'un travail personnel continu, comme disait Sandrine, d'explorer aussi, de continuer à explorer nos zones d'ombre, de continuer à explorer quand nous sommes en difficulté avec telle ou telle problématique, tel ou tel patient. Bien évidemment, ça ne dispense pas d'un travail continu de supervision. Enfin, pour moi, c'est pour le coup une écologie indispensable à notre pratique. Voilà. Top. Sandrine, j'ai une petite question. Est-ce que retrouver
Une vie normale signifie oublier la personne décédée. À mes yeux, jamais, jamais. C'est l'une des craintes de se dire si j'avance, c'est que j'oublie. J'aime plutôt l'image employée par Françoise Dolto qui disait que finalement, c'est remplacer une présence effective par une présence intérieure. Et c'est laisser la place à la chaleur des souvenirs plutôt qu'à la brûlure de la souffrance. Donc non, avancer, c'est pas oublier, c'est emporter avec soi voilà, les souvenirs, l'héritage, les valeurs transmises, c'est avancer avec. Laurence. Ah oui, alors ça, c'est typiquement le genre de questions qu'on nous pose effectivement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Sandrine, hein, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais effectivement, faire avec l'absence physique, mais avec la présence intérieure, ça c'est une évidence. Et alors là, pour le coup, moi j'ai j'allais dire un mentor sur lequel je m'appuie et je me réfère, qui est Michel Anus, qui était un psychiatre pour le coup, lui qui a justement beaucoup travaillé sur le deuil et qui lui mettait en place la notion de liberté intérieure. C'est-à-dire que non, on ne peut pas oublier la personne décédée, puisque tant qu'on est en vie, par définition, à chaque fois que l'on se souviendra de la personne, elle sera toujours présente et toujours présente dans notre cœur. Maintenant, comment je vis avec cette présence? Est-ce qu'elle est encore prégnante au fond de moi? Est-ce qu'elle me fait encore souffrir? Et c'est ce degré de liberté vis-à-vis de cette souffrance qui fait qu'on se libère avec ce processus de deuil, que l'on se libère progressivement de la douleur d'avoir perdu quelqu'un. Donc, c'est vraiment comment résonne en moi le souvenir de la personne. Est-ce que c'est encore difficile pour moi de l'évoquer? Est-ce que je pleure encore beaucoup, même si on a le droit de pleurer encore beaucoup? Mais voilà, est-ce que ça m'empêche d'investir le futur? Est-ce que ça m'empêche de sortir? Est-ce que ça m'empêche de réinvestir ma vie et de poser des actions et de passer, je dirais pas à autre chose, certainement pas, mais d'ouvrir un peu plus la porte de notre futur? Voilà, il faut que ce soit plus invalidant, encore une fois, et qu'on se sente davantage libre et léger dans son cœur pour pouvoir explorer le monde à nouveau. Voilà. De s'autoriser à vivre finalement sans oublier voilà, l'être disparu. On ne pourra jamais l'oublier. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a toujours une mémoire. On a connu une personne pendant X années. Comment vous voulez l'oublier? On a investi, on a donné notre cœur, on a eu des émotions ensemble, on a des souvenirs ensemble. Comment peut-on oublier? Voilà, sauf une maladie type dégénérescence cognitive derrière. Mais voilà, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. Et, une dernière question. On a évidemment, il y a beaucoup d'émotions qui surgissent quand on a quelqu'un de notre entourage qui décède. Dans cette gestion des émotions, quel conseil vous pourriez donner à la personne endeuillée ou à son entourage, à un proche aidant? Est-ce qu'il vaut mieux éviter d'aborder le sujet? Est-ce qu'il faut masquer ses émotions? Est-ce que pleurer veut dire que je suis faible? Ou à l'inverse, est-ce que ne pas pleurer veut dire que je suis totalement insensible? Est-ce que vous auriez brièvement, comme ça, mais voilà, peut-être des petits outils, des petites réponses à apporter? Oui, alors sur cette notion d'émotion, l'image que j'emploie concrètement, et ce, quelle que soit l'émotion, mais principalement cette émotion tristesse, c'est que par définition, si vous prenez un bouchon de liège que vous mettez dans un verre d'eau et que vous appuyez dessus avec le doigt, histoire de bien le ravaler, par définition, à un moment donné, la pression sera trop forte
Et il va remonter. Donc, dans cette idée de il faut pas en parler, faut ravaler. Oui, enfin, on peut techniquement, mais c'est de ce fait ne plus avoir conscience des émotions qui arrivent et permettre à ces émotions de nous déborder à un moment où on aurait préféré autre chose. Donc, accueillir ces émotions. En fait, à mes yeux, chaque émotion est normale. C'est les comportements qu'on y associe qui parfois peuvent être à retravailler. Mais l'émotion, elle vient nous dire quelque chose, elle vient nous transmettre un message. Donner un conseil sur quoi faire de l'émotion, là, tout de suite, ça serait aller à l'encontre de ce que je défends et du coaching, puisque par définition, ça serait une généralité. La seule chose, c'est foutez-vous la paix et ne vous mettez pas la pression sur ces émotions qui arrivent. Accueillez-les, interrogez-les, laissez-vous traverser. J'entends souvent cette peur que je comprends de « mais si je commence à pleurer, je ne m'arrêterai jamais ». Si, il y a un moment où on s'arrête. Il y a un moment où on s'arrête. Accueillez ça et apprivoisez-les petit à petit. Et alors, effectivement, il y a plein de méthodes pour les apprivoiser. Il y a plein de conseils. C'est ce genre de choses qu'on co-construit en coaching et sur différentes plateformes, comme ça peut être fait sur Sibyl avec certains parcours. Tout le monde a ses émotions. Elles sont normales. Personne n'a été livré avec le mode d'emploi. Et au contraire même, la société a un peu tendance à nous faire croire qu'il y en a des tolérables et d'autres pas. Pleurer en société, c'est compliqué. Dans certaines structures, on n'a pas le droit d'être en colère. Et alors, on ne va même pas parler de la peur il ne faut surtout pas avoir peur et être super fort. Ben oui, mais sauf qu'on a chacune de ces émotions et qu'elles s'apprivoisent et que de les accueillir et de se laisser traverser et d'écouter leur message, ça peut être une piste pour, apprendre à mieux se connaître, mais ensuite alléger notre sac à dos pour continuer à avancer sur ce chemin. Une belle leçon sur les émotions et comment les accueillir en tout cas. Laurence, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de nous dire Sandrine? Oui, globalement, j'adhère complètement à ce que vient de dire Sandrine. Moi, j'utiliserais des mots différents parce que j'ai des concepts différents, mais on en revient à la même chose. Moi, je dirais que les émotions, effectivement, font partie de la vie. Forcément, nous sommes pétris d'émotions. Je dirais pour le coup qu'il faut se permettre et s'autoriser à avoir des émotions. Je rejoins Sandrine quand on dit qu'on a une éducation ou quand on a un savoir-être et un savoir-faire, qu'on ne doit pas dépasser telle ou telle règle ou tel lieu. Non, on ne fait pas ceci, là, on ne fait pas cela, etc. L'émotion, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et on ne devrait pas avoir à se justifier quand on pleure. On ne devrait pas s'excuser quand on est triste. Je veux dire, c'est légitime de pleurer ou d'être justement d'être entre guillemets parfois abattu par telle ou telle épreuve, et c'est tout à fait normal. Donc on ne devrait même pas avoir à dire excuse-moi, je pleure et oui, j'ai peur, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vous rassure, il n'y a rien qui ne s'arrête à un moment donné, il n'y a rien qui dure toujours, que ce soit du rire ou que ce soit des pleurs, et ça s'arrête à un moment donné. La vie, c'est ça, c'est du mouvement, et on passe par des hauts, on passe par des bas, et on le sait. C'est le jour où ça fait ça, là, il faut s'inquiéter. Hein? Là, pour le coup, on est mort. Donc, non, donc vraiment s'autoriser à pleurer quand on est triste. Et ça laisse aussi, ça ne veut pas dire qu'on est triste, qu'on est fragile, ça ne veut pas dire qu'on est absolument cassable. On est simplement vulnérable dans notre humanité. Et remettre de l'humanité dans nos relations humaines, mon Dieu, ça fait du bien.
nous ne sommes pas des robots. Nous sommes animés d'émotions. Nous avons à exprimer nos émotions. Alors, évidemment, on ne va pas non plus exploser à tout bout de champ, mais pour autant, revenons à des choses évidentes que sont d'être triste quand on perd quelqu'un et de s'autoriser à pleurer sur l'épaule d'un collègue. Au travail, ça peut arriver aussi. C'est vrai que ça ne fait pas politiquement correct, on va dire, mais pour autant, ça envoie aussi un signal vis-à-vis des collègues, par exemple, ou vis-à-vis d'amis, vis-à-vis de la famille, en disant, tu vois, là, je traverse une période un petit peu difficile. En gros, j'ai besoin d'être un peu coucounée. J'ai pas trop envie d'être boostée, parce qu'on nous demande d'être performant tout le temps, d'être réactif, d'être là au top tout le temps. Non, là, aujourd'hui, je suis un petit peu, en bémol. Respecter cela et puis demain, ça ira mieux. Ça ne veut pas dire que ça sera pour toujours. Et vice-versa, ça envoie un signal aussi de sincérité et d'authenticité dans la relation. Ça va permettre aux autres du coup de s'autoriser aussi à être vrai dans notre humanité, dans l'échange. Et c'est ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui de réapprivoiser. Moi, je dirais que c'est ça qu'on a réapprivoisé, c'est notre humanité, parce qu'on nous l'a souvent détournée, celle-ci. Voilà. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, c'est qu'en plus, plus on sera nombreux à s'autoriser en fait, à exprimer nos émotions, et y compris sur des lieux qui ne sont pas forcément des plus adaptés, hein, je pense au lieu de travail, plus en fait on va entre guillemets montrer l'exemple, ou en tout cas briser un peu la glace, et peut-être que les collègues vont se dire ok, entre guillemets, il ou elle a le courage de pleurer devant nous, puisque de toute façon, c'est la gestion des émotions. Les émotions ne sont pas du tout abordées à l'école, par exemple. Alors, je parle même pas de la mort, hein, ou du deuil. C'est peut-être un moyen, finalement, si plus on sera nombreux à se laisser s'exprimer, à extérioriser. Alors, bien sûr, il y a dans la limite, hein, mais quand c'est possible. Et je pense que ça fera un effet boule de neige, en fait, au fur et à mesure. Oui, et surtout, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on ne perd pas la face pour autant, on ne perd pas notre dignité pour autant. C'est ça aussi qui est important. C'est que c'est pas parce qu'on va pleurer ou exprimer un petit peu d'émotion que tout est à remettre en question, loin de là. On abordait tout à l'heure certaines idées reçues. Oui. Moi, j'ai souvenir de personnes qui se disent je vais pas emmener mon enfant, il va voir des gens pleurer. Ouais. Mais quel cadeau c'est que d'expliquer à un enfant que oui, on est vulnérable, oui, on traverse un épisode là un petit peu compliqué, pour lequel on a besoin de laisser sortir des larmes, mais qu'il verra qu'après ces larmes, on aura de nouveau le sourire. Et c'est un cadeau pour l'autoriser, lui, à pleurer. C'est surtout que les enfants, souvent justement, cachent aussi leurs émotions pour protéger en fait les adultes, hein, finalement. Donc concernant les enfants, ils ont en fait une double peine, hein, donc il y a un travail aussi, je pense que dès l'éducation nationale, ce serait bien si on pouvait faire remonter des choses. Oui, tout à fait. C'est bien. Explorer les émotions et les comportements associés dès l'enfance, et ne pas mettre cette pression sur l'enfant de il doit pas pleurer, il doit pas crier, Non. C'est clair. Mais écoutez, ça va bientôt faire 1 heure, hein, qu'on discute déjà. Ça passe super vite. Je vous propose qu'on mette fin tout doucement avec un petit mot de votre part. Est-ce que vous avez un dernier message, quelque chose qui vous tient à cœur, un petit mot de la fin à nous faire passer? Oh, vas-y, Sandrine. Allez, je te laisse.
Je te laisse commencer pour le coup. Oui, enfin, oui et non, c'est-à-dire que mais ça m'embête parce que c'est quelque chose que je raccroche à Laurence, donc j'ai l'impression de lui piquer sa phrase. Ah. Mais effectivement, c'est quelque chose de l'ordre de on ne meurt pas d'en parler. Je me souviens que Laurence m'avait dit cette phrase également lors de notre premier échange. Oui, 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 c'est vrai que c'est tant qu'on peut encore en parler, profitons-en. Profitons-en, parce qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore pour oser la parole. Oser. Voilà. Ça marche. Eh bien, en tout cas, merci, merci beaucoup pour cet échange. Personnellement, j'ai encore une fois moi appris beaucoup de choses et je pense, du moins j'espère que je ne serai pas le seul dans ce cas-là. Bah, finalement, moi, ce que je retiens, c'est que coach ou thérapeute, hein, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de, entre guillemets, de confrontation, de concurrence. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais même qu'on peut carrément trouver une complémentarité en fait avec les deux. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir d'avoir vos deux points de vue à toutes les deux. Donc merci Sandrine et merci Laurence. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou les idées reçues par exemple que vous aviez ou que vous avez toujours et auxquelles on n'aurait pas forcément répondu aujourd'hui. Comme ça, on se fera un plaisir de vous répondre en commentaire avec Sandrine et Laurence. Je vous invite également à suivre les différents réseaux sociaux. Donc, alors Sandrine et Laurent, je ne sais pas sur quels réseaux sociaux vous êtes présentes ou sur votre site web, peut-être que c'est plus facile pour prendre contact avec vous. Pour moi, c'est la page Facebook Sandrine Lotte aide-toi et LinkedIn, mais en beaucoup moins alimenté. Ça marche. Alors, pour moi, LinkedIn aussi, beaucoup moins alimenté. Et sinon, pour me joindre, c'est sur mon site. Et l'adresse mail, c'est accompagner les deuils en un seul mot, @gmx.fr. Voilà. De toute façon, on vous mettra tout ce qu'il faut, toutes les informations et les liens vers les sites et les réseaux sociaux de Laurence et Sandrine. Pour notre part, nous, sur Sibyl, on est disponible. Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Instagram. Sibyl, donc CYBI2LE. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain live. Merci. Merci. Merci.